Voilà, donc je vais vous parler des applications de la génomique à la microbiologie clinique, qui est une spécificité de notre laboratoire et qui a démarré très tôt. Si vous regardez dans l'histoire du séquençage génomique, tout commence en 1995 avec le séquençage de 2 génomes, dont Hémophilus influenzae. Et puis vous voyez que cette courbe stagne un peu. Nous, on intervient à partir de 1999 avec les séquençages de Rickettsia connori, donc assez tôt dans l'histoire de la génomique. Et vous voyez que le nombre de séquences par année, qui est sur la ligne rouge, reste assez stable pendant un certain temps, jusqu'en 2005, avec l'introduction donc de techniques de séquençage à haut débit, et en particulier des GS-Flex de 454 proches. Et là, ça explose. Et en particulier, cette année, juste cette année 2014, vous voyez, il a été séquencé 29 600 génomes bactériens, juste cette année, et encore l'année n'est pas finie. Donc on va dépasser les 30 000 génomes. Et il y a, dans les projections, dans les projets annoncés, il y a 25 000 génomes qui sont en cours de séquençage, et c'est juste ce qui est annoncé, parce qu'il y en a bien sûr qui ne sont pas annoncés. Alors, une des questions qui se pose, c'est, au début, on faisait des séquences parfaites de génomes, et donc il fallait un nucléotide près que ce soit nickel. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire d'avoir des séquences absolument parfaites si elles sont complètes à 99,9% de la molécule. Ça suffit largement. Et vous voyez, en rouge, là, ce sont les séquences maintenant non complètes qui ont nettement dépassé les séquences complètes, ce qui quand même simplifie les choses. Alors, cet impact de la génomique, ça a eu, la génomique bactérienne, ça a permis de montrer que le monde bactérien était beaucoup plus large que ce qu'on imaginait. Et on voit aujourd'hui de toutes petites bactéries, dont une qui s'appelle Candidatus Tremblaya princeps, qui fait 0,14 mégabases, jusqu'à un monstre qui s'appelle Sorangium cellulosum, dont la plus grosse des souches fait 14,8 mégabases. Les applications de la microbiologie, de la génomique à la microbiologie clinique sont multiples. On a décrit dans une revue ces applications. On va en revoir certaines sur lesquelles nous avons travaillé. Et en tout cas, ce qu'a permis la génomique, c'est de passer d'un choix empirique des cibles génomiques à un choix parfaitement rationnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un génome? On peut faire de la mise au point d'outils de détection, d'identification par PCR. On peut faire de la prédiction de marqueurs génotypiques. On peut faire de l'investigation d'épidémie. On peut faire de la détection de marqueurs de virulence ou de résistance aux antibiotiques. Et on peut faire aussi de la prédiction de milieux de culture. Alors, pour ce qui est de la détection moléculaire et l'identification, on peut avoir plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de détecter tout ce qui est toute bactérie. Pour détecter toute bactérie, on peut choisir par exemple dans la liste des gènes communs que Kounin avait publié en 2003. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a un peu moins que ce qu'il avait décrit, qui sont vraiment communs à tous les génomes bactériens, mais on peut choisir là-dedans une cible moléculaire commune. On peut avoir un deuxième objectif qui est à l'inverse, de choisir des séquences cibles très très spécifiques au niveau d'une espèce, au niveau d'une souche, au niveau d'un clone par exemple. Et donc ça c'est compliqué à faire parce qu'on a des outils d'alignement génomique qui ne sont pas simples. Et donc on peut utiliser un outil qu'a mis au point Philippe Colson dans le laboratoire qui s'appelle SVARA et qui permet par un code colorimétrique de repérer les zones qui sont conservées, à l'inverse, les zones qui sont variées. Ça permet de choisir des fragments à l'envie. Troisième objectif, c'est augmenter la sensibilité de détection. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes. La première des méthodes, c'est donc de détecter des cibles spécifiques en utilisant la PCR en temps réel. Et donc une étude menée par Grégory Dubourg dans le laboratoire, qui a étudié presque 33 000 spécimens de 18 000 patients, sur lesquels ont été faits 81 500 tests, a montré que la PCR en temps réel avait une sensibilité nettement supérieure à la PCR, puisque la PCR en temps réel, toute seule, était capable de détecter, de faire 48% des diagnostics, qui n'étaient pas faits par ailleurs. Alors que la PCR 16S, PCR traditionnelle, ne détectait finalement que 33% des agents pathogènes. On peut, pour augmenter la sensibilité aussi, coupler la PCR à la spectrométrie de masse. Et donc c'est ce qu'a fait Abbott avec le Plex ID, où en fait ils sont basés sur le principe de la spectrométrie de masse, mais au lieu de détecter des peptides
ils étudient les produits d'amplification de la PCR et ils comparent ça à une base de données. La limite de cette méthode, c'est qu'il bien entendu, il faut avoir une base de données extrêmement bien fournie pour être capable d'identifier le produit PCR. Autre possibilité pour augmenter la sensibilité de la PCR, c'est de la faire de la PCR nested, la nested PCR, dans la PCR avec réamplification. Avec un défaut majeur de la PCR nested, c'est que c'est une méthode qui se contamine beaucoup par les amplicons des réactions précédentes. Donc pour éviter ça, a été mise au point une méthode dans le laboratoire qui s'appelle Suicide, PCR Suicide, et qui est en fait basée sur l'utilisation unique à un seul moment d'une cible moléculaire et de deux couples d'amorces qui vont cibler ce fragment d'ADN, de préférence en choisissant les amorces dans des zones conservées et qui amplifient un fragment variable. L'idée étant que pour ne pas être contaminé, on n'utilise ce fragment qu'une seule fois, on n'utilise pas de contrôle positif, mais par contre, on met un certain nombre de contrôles négatifs. Cette méthode a été utilisée avec succès pour l'identification de Yersinia pestis dans des cadavres de gens morts de la peste noire, et on a derrière utilisé avec succès sur le diagnostic d'irrigatiose et en particulier sur les biopsies cutanées. Enfin, une autre méthode pour augmenter la sensibilité de PCR, c'est au lieu de choisir un fragment cible unique, choisir un fragment multicopie. Il en existe dans les génomes. Et en tout cas, dans deux génomes qu'on a étudiés, qui sont les génomes de Trophérimois Oakley et de Coxilla burnetii, dans lesquels on a trouvé des fragments répétés 7 fois pour l'un, 20 fois pour l'autre, et on a montré que par rapport à la PCR standard, ça avait une sensibilité qui était nettement supérieure. Bien entendu, comme c'est de la PCR, c'est applicable à tout type de spécimen, et donc maintenant on l'utilise en routine. Ce qu'on peut faire aussi à partir des génomes, des séquences génomiques, c'est de faire du génotypage, et à partir de ces séquences, on est capable de prédire une multitude de méthodes de génotypage. Vous le voyez, on ne va pas toutes les voir, on va en voir quelques-unes. Certaines sont non basées sur les séquences, c'est-à-dire qu'en pratique, on prédit des profils de restriction où on prédit un certain nombre de séquences répétées en tandem. Le cas de la MLVA où on va détecter des VNTR, des Variable Number of Tandem Repeats. Et donc ça, on fait une amplification d'un fragment qui contient ces séquences répétées en tandem dont le nombre varie d'une souche à l'autre. Et on va faire migrer ça sur un gène d'agarose, on va comparer par rapport les souches les unes entre les autres. Et puis il y a une autre prédiction qu'on peut faire dans les génomes, c'est d'aller regarder les mutations chromosomiques les plus communes, au contraire les plus rares. On appelle ça les SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, et là aussi, à partir de séquences génomiques, en comparant les séquences par exemple de plusieurs souches, on est capable d'identifier les SNPs les plus significatifs. On peut également faire de la prédiction de micro-arrays en détectant les fragments qui sont les plus variables, au contraire certains plus conservés, les spotter sur une sonde et en mettre maintenant dans des sondes qui contiennent plusieurs centaines de milliers d'échantillons, en tout cas de fragments d'ADN. Le gros avantage du micro-array, c'est que c'est d'une grande sensibilité. Le défaut, c'est que ça n'identifie que ce qui est présent sur le micro-array. Et donc si une souche a quelque chose en plus, ce quelque chose en plus ne sera pas identifié. Ensuite, il y a des méthodes basées sur les séquences. Bien sûr, la MLST, qui est une méthode classique qui a été très tôt mise au point, et elle a évolué au cours du temps, avec la disponibilité des génomes et l'augmentation de la capacité de séquençage. Initialement, la MLST classique, qui est le séquençage de plusieurs cibles moléculaires, et l'étude de ces différentes cibles était basée sur 7 gènes de ménage. L'étape d'après, ça a été d'utiliser tous les gènes ribosomaux, 53 cibles, et puis maintenant on est passé sur le Whole Genome MLST où on utilise plus de 500 cibles. Donc là aussi, vous le voyez, ça, la génétique a eu un impact significatif. Nous, on a une approche différente. On n'est pas parti sur les séquences codantes, on est parti sur l'idée que les séquences non codantes, intergéniques, étaient plus variables, parce que moins soumises à pression de sélection que les séquences codantes, et avec un précédent qui est l'ITS 16S23S, le spacer 16S23S, dont on savait que cette séquence, ce fragment, avait une variabilité en termes de séquence, de longueur et de nombre d'allèles qui était assez importante. On a utilisé ça pour la première fois, c'est Michel qui l'a fait sur la peste, en montrant que le génotype orientaliste de Yersinia pestis avait été responsable des 3 pandémies de peste historiques de l'humanité. Et ensuite, on a, comme assez souvent on fait dans le laboratoire, décliné cette méthode à toutes nos bestioles
et en montrant que ça avait quand même marché à un bon niveau de discrimination. Ensuite, on peut faire de la prédiction de milieux de culture, et c'est un travail qui a été fait dans le laboratoire sur Trophæum auriclei. Donc en identifiant dans Trophæum auriclei, dans le génome Trophæum auriclei, le défaut de certains métabolismes des acides aminés, et en disant, bon ben, très bien, il manque ces acides aminés, et si on mettait au point un milieu contenant ces acides aminés manquants, et donc c'est ce qui avait été fait dans le laboratoire, en particulier par Patricia Renasso, et qui a permis de cultiver pour la première fois Trophæum auriclei, qui jusque-là était un intracellulaire stick, en milieu sans cellules. Ça a été ensuite utilisé pour Coxsackie. On peut faire de la prédiction de résistance aux antibiotiques avec trois intérêts. L'intérêt de détecter de la résistance aux antibiotiques, c'est pour les micro-organismes qui vont par exemple développer de la résistance pendant un traitement prolongé, de Coxiella. Pour les micro-organismes qui ont besoin, dont la prise en charge nécessite la mise en place de mesures particulières, notamment dans les infections nosocomiales, c'est le cas des BHRE, notamment les entérobactéries Coxsackie carbapenémase, ou pour les mécanismes de résistance qu'on n'est pas capable de détecter autrement, c'est le cas de MEXE, chez Staphylococcus aureus, ou de la résistance à la doxy chez Coxiella. Alors un exemple qui a été utilisé dans le laboratoire, c'est Trophæum auriclei et le traitement par Bactrim. Ça a été très longtemps le traitement de référence. Le Bactrim, vous savez que c'est une combinaison de deux molécules, le trimétoprime et le sulfaméthoxazole, pardon. Et quand on regarde déjà dans le génome de Trophæum, la cible du trimétoprime n'y est pas. Donc déjà traiter une maladie avec une combinaison d'antibiotiques dont la moitié ne marche pas, c'est pas rationnel. Et en plus, chez certaines personnes, certains patients chez lesquels on voyait un échappement thérapeutique, on s'est aperçu que ces patients acquéraient des mutations qui rendaient résistants à la deuxième moitié du Bactrim, qui est le sulfaméthoxazole. Du coup, cette molécule maintenant n'est plus utilisée pour le traitement de cette maladie. On a utilisé aussi ça pour l'étude d'Acinetobacter baumannii, avec l'étude d'une souche très particulière d'Acinetobacter baumannii qui était épidémique en France, qui causait une grande épidémie à partir de Lille, qui était résistante à l'imipenem. Et dans cette souche, en la comparant à une souche au contraire très sensible, on s'est aperçu qu'au même endroit, donc à l'intérieur d'un gène qui codait une ATPase, ça c'est le même gène des deux côtés, mais simplement il est coupé en deux, à l'intérieur on trouvait un gros paquet de gènes de 80 kilobases qui comportaient 25 gènes de résistance aux antibiotiques, il y a beaucoup de familles d'antibiotiques, une vingtaine de gènes de résistance aux métaux lourds, dont des opérons entiers de résistance par exemple au mercure, des intégrases, des transposases, et puis que quand on regardait comment étaient organisés ces gènes, vous voyez c'était des transposons, c'était des intégrons, et surtout quand on a regardé d'où ils étaient transférés en paquets depuis Pseudomonas, depuis Salmonella, depuis Escherichia coli, et éventuellement d'autres bactéries, dont Bacillus. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette zone-là, du génome d'Acinetobacter baumannii, en tout cas de cette souche-là, est une zone de fragilité dans laquelle cette bactérie a la capacité, parce qu'elle a un génome très plastique, d'acquérir facilement des gènes de résistance venant d'ailleurs. On peut faire de la détection de virulence. Alors comment on fait? On a plusieurs stratégies. La première, c'est de chercher des homologies dans le génome avec des gènes de virulence connus, notamment les toxines. La deuxième, c'est d'aller regarder dans les zones acquises par transfert latéral de gènes s'il y a des gènes qui pourraient, effectivement, comme c'est souvent transféré, s'il y a des gènes qui pourraient expliquer la virulence. Et puis, bien entendu, quand on dispose de souches pathogènes et non pathogènes, on va rechercher ce qui diffère entre les deux. Mais il y a une surprise, c'est que certaines études ont montré que la disparition de gènes, alors qu'on pensait que la virulence était toujours expliquée par l'acquisition de gènes, la disparition de gènes a été impliquée dans la virulence aussi, et en particulier chez Yersinia pestis, on s'est aperçu que la perte de certains gènes s'accompagnait d'une augmentation de la résistance. Nous, on a observé ça chez les Rickettsia aussi, où la réduction génomique est associée à une augmentation de la virulence. Et donc maintenant, quand on parle de virulence d'une bactérie, il ne faut pas parler simplement de marqueurs de virulence, mais d'un répertoire de virulence qui comporte aussi bien des gènes de virulence que des gènes de non-virulence qui seraient responsables de ce phénotype. Alors, l'investigation finalement des épidémies ou des infections inhabituelles avec la génomique, parce que finalement on met au point tout un tas d'outils, mais on a maintenant une facilité de séquençage génomique qui est très importante pour un coût restreint. Quand vous regardez dans la littérature, il y a une multitude maintenant d'épidémies qui ont été étudiées par génomique. D'accord, mais c'est quasiment que du rétrospectif. Donc l'impact pour les malades, il est nul, ou quasiment nul. Sauf si on se dit que la génomique est appliquée en temps réel.
Donc la Real-Time Genomics, on l'a, nous, utilisé dans le laboratoire. Ça a été montré dans des épidémies en Allemagne et en Italie. Nous, on l'a utilisé déjà à plusieurs reprises pour l'étude, en particulier d'une endocardite à Staphylococcus epidermidis communautaire, ou un ostite à Clostridium tetani sans tétanos. Et donc, on a l'idée que maintenant la génomique est vraiment rentrée dans le laboratoire de bactériaux et servira en outil. Donc, pour conclure très simplement, la génomique est un champ, vous l'aurez compris, extrêmement actif. Il y a plus de 39 000 génomes bactériens disponibles, dont ceux de tous les grands pathogènes humains. Il y en a 25 000 au moins qui sont en cours de séquençage, en tout cas annoncés. J'ai tenté de vous démontrer qu'il y avait énormément d'applications de la génomique à la microbiologie clinique, avec la production d'une très grande gamme d'outils diagnostiques. C'est vraisemblablement quelque chose qui va rentrer, chez nous c'est déjà fait, mais qui va rentrer de plus en plus dans la routine microbiologique, avec en particulier le single cell sequencing qui permettra de séquencer directement des génomes uniques d'une seule cellule dans les spécimens cliniques. Mais le défaut de la cuirasse pour l'instant, c'est la nécessité d'avoir des outils de bioinformatique puissants, parce qu'on est capable de produire des quantités de séquences énormes, mais les analyser, c'est pas simple, et nous on travaille beaucoup avec une start-up qui nous aide à faire ça. Voilà. Merci.